Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo détente où je vais parler de mes premiers 150 km. Enfin pas vraiment 150, mais bon, ça fait plus joli avec le 15. J'en profite donc pour faire un petit tuto sur les longues distances. Je vais donc vous parler de la préparation physique, de l'importance de l'itinéraire, de l'entretien du matériel avant de partir. Ouais, j'ai eu quelques mésaventures sur le trajet, du matériel à avoir avec soi, du rationnement à prévoir et des personnes qui m'ont accompagné avec bien sûr des anecdotes tout au long de la vidéo. Alors on commence tout de suite avec la préparation physique. La veille, j'avais fait 60 km pour faire le tour des fontaines de Paris. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo des fontaines en description et en vignette. C'est vraiment au dernier moment que j'ai vu ce tweet de Bilouk et que j'ai décidé de saisir l'opportunité. Je me dis c'est l'occasion ou jamais. Mais au début je me suis fait peur, je me je vais me retrouver seul avec sa femme et lui. Le troisième. Il allait aussi avoir d'autres personnes que je connaissais. Je ne recommande donc pas de faire 60 km juste avant de faire une sortie de ce type. Personnellement, je ne suis pas un très grand rouleur. Je roule environ 100 km par semaine, ce qui représente à peu près 15 km par jour. Si vous faites quotidiennement du vélo taf, ça ne sera pas une distance qui sera problématique pour vous. Pour plusieurs choses, parce que vous connaissez votre corps, vous êtes habitué à faire du vélo et vous êtes surtout habitué à en faire sans transpirer. C'est-à-dire que vous connaissez votre bonne cadence, la cadence à laquelle vous ne vous fatiguerez pas. Et c'est grâce à cette cadence que vous pourrez faire de longues distances sans ressentir de fatigue. Les longues distances ne seront donc que dans le mental et pas dans le physique. Si vous respectez votre vitesse de confort, bien sûr. Alors pour l'itinéraire, il est important de bien préparer votre trajet pour éviter de vous retrouver dans des nationales, départementales ou routes mal aménagées ou des routes sablonneuses ou gravillonnées alors que vous avez des roues fines. Alors j'ai pu faire un petit sondage sur Twitter et il existe pas mal d'applications pour faire vos itinéraires. Alors celle de Strava est payante mais vraiment bien foutue. Celle de Komoot est vraiment super sympa. D'ailleurs, je vais l'utiliser quand je referai des analyses vélopolitains parce qu'elle donne les différents types de routes et c'est aussi plutôt bien fait. Brouter, lui, est un peu plus succinct mais permet de placer facilement les différents points de votre itinéraire et de calculer au plus court vos itinéraires. Alors bien sûr, il y a Google Maps, mais qui est la plupart du temps complètement dans les pommes. Le nombre de fois que je me suis retrouvé sur des autoroutes ou sur des endroits où j'avais rien à faire, je vous recommande d'y aller par 2 fois avant de le suivre. Il y a aussi GeoVélo qui est très sympa, qui permet de découvrir des itinéraires proches de vous. Alors après, il y en a plein d'autres comme Bike Map ou Vélo en France. La trace est d'ailleurs disponible sur un autre, Ride with GPS, et n'hésitez pas à partager vos applications ou outils pour faire vos itinéraires, ça peut toujours être très intéressant. Et je pense qu'un jour, je me pencherai sur la question pour vous faire une vidéo. Pour le trajet, j'ai donc eu la chance d'être guidé. Je n'ai donc pas eu grand chose à penser. Il y avait juste à s'attendre de temps en temps parce qu'on ne va pas tous exactement à la même allure dans le groupe. C'est aussi quelque chose à prévoir dans votre sortie quand vous roulez à plusieurs. C'est de placer les personnes les plus lentes en tête ou milieu de groupe, histoire d'éviter de les perdre. Ce qu'il est arrivé plusieurs fois où il y a eu des petites aventures, dont un moment où Jeannot le cyclo a fait une échappée. Ils sont partis, j'ai pas réussi à les... Ah ouais, Les bâtards. parce qu'ils ont passé comme des flèches, moi j'attendais de savoir si le groupe il tournait ou pas. Et on ne l'a pas retrouvé tout de suite, et d'autres fois où on a dû s'attendre pour continuer l'itinéraire ensemble. C'est donc mieux que chacun ait sa carte avant de partir. Alors on passe maintenant à l'entretien du matériel. Il est important de vérifier l'ensemble de votre vélo avant de partir, un petit peu comme si vous faisiez un check-up mensuel de celui-ci. Vérifiez les pièces qui ont besoin de serrage, comme le pédalier par exemple, car effectivement j'ai réussi à perdre les pédales. Heureusement que mes chaussures automatiques ont retenu les pédales, parce que sans ça je ne sais pas vraiment ce qui se serait passé. Parce que j'étais justement dans une pente en train de faire un sprint à plus d'une 50aine de km/h, et là je sens tout le matériel qui se détache sous mes pieds. Je peux vous assurer que ça fait bizarre. Garde une pédale. Ah, j'ai perdu une pédale là. Je promets une pédale.
Peut-être que ça se resserre, j'espère. Ouais, je pense que ça doit se resserrer là. Non, t'as la clé qu'il faut ou Ouais, pas? j'ai ce qu'il faut. Par contre, comment je la remets là? Il y a une pédale qui est perdue. Putain. Cette blague. C'est rigide. J'ai juste vérifié qu'il n'y a rien sur la voie. Ouais. J'ai entendu un bruit. Mais c'est quoi ce délire? Et heureusement que j'étais bien entouré parce que perdre ça en plein milieu d'une forêt, au milieu de nulle part, c'est vraiment pas rassurant. La bonne chose, c'est qu'on a pu le réparer grâce au matériel, et donc c'est le moment de parler du matériel qu'on a besoin d'avoir avec soi. Donc la base, c'est d'avoir de quoi changer une crevaison, c'est-à-dire de quoi démonter vos roues, roue avant et roue arrière, de quoi démonter votre pneu et regonfler votre chambre à air et avoir une chambre à air de secours. Ça, j'en parle dans la vidéo des chambres à air, je vous laisse le lien en description et à l'affiche. Parce que sur le trajet, on a eu 3 crevaisons, 2 crevaisons, on va dire, facilement identifiables et une crevaison lente. Et c'est 3 personnes différentes qui ont eu ces crevaisons. Il est aussi utile d'avoir un multitool au cas où vous perdrez une pièce de votre vélo, du serre-flex et du scotch. Ça peut toujours servir pour rafistoler quelque chose. Pour ce qui est du rationnement, alors tout d'abord, boire, beaucoup boire. Parce que vous allez vous déshydrater très vite et cela va impacter beaucoup vos performances. Il est donc important de boire 2 à 3 gorgées à peu près toutes les 10-15 minutes, ce qui correspond à peu près à un demi-litre à l'heure et 1 litre en tant que forte chaleur. Et cela veut aussi dire qu'il va falloir apprendre à retirer le bidon et le remettre ou bien opter pour une version gourde intégrée que vous pourrez toujours avoir à porter. Parce que oui, je peux comprendre que pour certains, c'est pas forcément évident d'aller attraper un bidon, de le porter à la bouche et tout ça en continuant de garder les yeux sur la route et d'avancer. Pour ma part, j'ai bu presque 6 litres sur le trajet, ce qui représente 4 litres au 100 km, un carburant pas très onéreux. Alors vous me direz, combien de gourdes t'as pour boire 6 litres d'eau? Eh bien déjà, je suis parti avec 2 bouteilles d'eau, donc avec 3 litres d'eau. Et nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour pouvoir nous ravitailler en eau sur le trajet. Et comme j'en ai parlé dans la vidéo des fontaines, votre meilleur ami, ça sera les cimetières. C'est bizarre de dire ça. Dans les cimetières, il y a toujours de l'eau potable. Vous pouvez aussi opter pour une boisson énergétique, mais je pense qu'elles sont plus adaptées pour les personnes qui vont produire un gros effort physique. Ensuite, ne pas oublier de grignoter. Pensez à prendre des barres énergisantes, des petits snacks. Pour moi, c'était des chouchous à la cacahuète et du chocolat, ça marche très bien. Et aussi des pommes. On a évidemment fait une pause pour le midi où on a mangé de manière tout à fait correcte. Alors pour ce qui est de l'activité et des personnes et de l'organisation, les 20 premiers kilomètres, je les ai faits tout seul. Et sur le trajet, j'ai rejoint Pchit, donc une personne qui traumatise pas mal de cyclistes et qui d'ailleurs nous a quittés avant qu'on ait les premières crevaisons, comme par hasard. Après avoir rejoint le groupe à Beson, on a continué et c'est après quelques kilomètres que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore commencé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait raté son train, qui tentait une autre gare, je crois, Moline. Ah, parce qu'on n'est pas encore arrivé au pont? On va recommencer encore. On s'est retrouvés dans le même train. Oh bah merde alors. Et c'est là que je me dis, ah, On va peut-être faire une pause, non? ok, on avait prévu 100 km, je pense que je vais en faire un peu plus. Alors la chose à savoir quand on roule en groupe, c'est que rouler à 2 de front est autorisé, c'est même recommandé quand vous êtes en groupe parce que ça permet des dépassements plus faciles pour les véhicules, mais à la tombée de la nuit ou par manque de visibilité, il est mieux d'être en file. Et lorsqu'un véhicule veut dépasser, serrer pour simplifier ce dépassement. Et bien sûr, ne pas hésiter à alerter les autres quand un véhicule veut dépasser, quand il y a un véhicule en face, quand il y a des obstacles et quand on veut tourner. Évidemment, quand on a un problème et qu'on s'arrête. Ça, vous l'avez vu un petit peu avant. Pour la fin du trajet, on a chacun eu des façons différentes de le terminer. Certains ont préféré les transports en commun, d'autres ont préféré terminer en vélo en longeant la Seine, d'autres ont préféré la voie plus rapide. C'est une chose à prévoir en sortie vélo pour ne pas être surpris à la fin du parcours parce qu'il reste encore une certaine distance avant d'arriver à la maison. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié tous ces petits conseils et si vous en avez d'autres à donner, n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vous dis donc à bientôt et bonne route!